Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter un aperçu sur la méthodologie de Box et Jenkins. L'approche de Box et Jenkins se caractérise par 3 étapes: l'identification des modèles, estimation et test, et enfin la prévision. Dans l'étape d'identification, nous allons préparer les données, voir s'il y a des données qu'il faut transformer pour stabiliser la variance, différencier les données si les séries sont non stationnaires pour les rendre stationnaires, sélectionner le modèle en examinant les données à l'aide de la fonction d'autocorrélation et la fonction d'autocorrélation partielle pour identifier les modèles potentiels. Ensuite, passer à l'étape d'estimation une fois que nous avons identifié le modèle. On va estimer les paramètres, sélectionner le meilleur modèle si on trouve qu'il n'existe plus d'un modèle à retenir en utilisant les critères appropriés. Ensuite, passer à la validation du modèle en testant le résidu par le test de porte-manteau et voir est-ce que les résidus sont des bruits blancs ou non. Ensuite, passer à l'étape de prévision. Donc ici, c'est l'étape d'identification, estimation du modèle, diagnostic. Si le modèle n'est pas validé, c'est-à-dire si les résidus ne sont pas des bruits blancs, il faut revenir à l'étape d'identification et procéder à l'estimation-validation. Une fois que le modèle est validé, dans ce cas-là, on peut faire les prévisions. Comme on l'a déjà signalé, que dans la première étape, qui est l'étape d'identification, il faut tout d'abord différencier ou bien transformer les données pour rendre la série non stationnaire stationnaire, ou pour les données non saisonnières, donc il suffit d'utiliser la différence première. Pour les données saisonnières, il suffit d'utiliser les différences saisonnières. Une fois que la différenciation est utilisée, il faut vérifier une autre fois les graphiques pour voir si les séries ont devenu stationnaires. Lorsque la stationnarité est achevée, il faut toujours vérifier ceci à l'aide de la fonction d'autocorrélation et la fonction d'autocorrélation partielle. Donc, à l'aide de ces deux corrélogrammes, dans ce cas-là, on peut identifier le modèle. Est-ce qu'il s'agit d'un modèle autorégressif ou bien moving average? Dans ce cas-là, si la fonction d'autocorrélation est non significative après Q retard, cela indique que nous sommes dans le cas d'un modèle moving average d'ordre Q. Si la fonction d'autocorrélation partielle est non significative après P retard, cela indique qu'il s'agit d'un modèle autorégressif d'ordre P. On peut observer la notion de saisonnalité si la fonction d'autocorrélation ou bien la fonction d'autocorrélation partielle montre des pics significatifs dans les retards saisonniers. Une fois que les modèles sont choisis et on doute du type de modèle, est-ce qu'il s'agit d'un modèle moving average ou bien autorégressif? Dans ce cas-là, on peut passer au modèle ARMA, qui est le modèle mixte entre l'autorégressif et le moving average. Prenons l'exemple de la série suivante. On peut observer ici que la série, c'est une série qui est non stationnaire. Même d'après la fonction d'autocorrélation, on peut voir que la fonction décroît lentement et les coefficients d'autocorrélation sont très élevés. De même ici pour la fonction d'autocorrélation partielle, on remarque qu'il y a un pic qui est très significatif proche de 1. Donc la série elle est non stationnaire et on est obligé de faire la différence première. La différence première nous montre que la série devient ici plus stable. Il faut vérifier la fonction d'autocorrélation. On peut remarquer là aussi que la fonction d'autocorrélation est corrigée et il existe une décroissance exponentielle de cette fonction. Pour la fonction d'autocorrélation partielle, on peut remarquer qu'il existe 3 pics significatifs. Cela confirme a priori que nous sommes dans le cas d'un modèle autorégressif d'ordre 3. C'est le modèle ARMA 3.1.0. Une fois le modèle est choisi, les paramètres de ce modèle doivent être estimés. Donc, comment on va estimer le modèle choisi? Supposons qu'on a choisi le modèle autorégressif. Donc, dans ce cas-là, on doit estimer le modèle autorégressif. Pour l'estimation, on peut utiliser la méthode de moindre carré ordinaire. Cependant, pour les modèles avec des composantes moving average, il n'y a pas une simple formule qui peut être utilisée pour estimer les paramètres.
une méthode alternative est alors d'utiliser le type de balayage. Il s'agit de commencer par une estimation préliminaire et raffiner l'estimation itérativement jusqu'à ce que la somme des carrés des erreurs soit minimale. C'est-à-dire à chaque fois on va faire l'estimation jusqu'à arriver à obtenir une somme des carrés des erreurs la plus faible possible. Une autre méthode d'estimation des paramètres est la méthode de maximum de vraisemblance. Comme la méthode moindre carré, les estimateurs doivent être calculés d'une manière itérative. L'estimation de la méthode maximum de vraisemblance est toujours plus favorable puisqu'elle possède des propriétés statistiques désirables. Bien sûr, je ne vais pas m'attarder ici sur ces méthodes puisqu'on a vu un peu la méthode moindre carré les chapitres précédents. Après l'estimation et le calcul des écarts types et la valeur de t de student, donc dans ce cas-là, il faut les comparer avec les valeurs de la table et voir si les paramètres sont statistiquement différents de 0 ou non. Donc, si les coefficients sont statistiquement différents de 0, on va retenir ces coefficients dans le modèle. Sinon, on va supprimer le modèle si ces coefficients ne sont pas statistiquement significatifs. Il est possible que plus d'un modèle est plausible. On peut voir dans des cas qu'on peut avoir plus d'un modèle. Par exemple, on peut vérifier le modèle autorégressif, par exemple, et le modèle moyenne mobile, et on va trouver que les deux modèles sont valables. Donc, dans ce cas-là, comment choisir entre ces deux modèles? L'un des critères qui nous permettent de détecter quel est le meilleur modèle, c'est le critère d'Akaïk qui s'écrit sous cette forme, égale moins 2 log L plus 2M. M, L, c'est la vraisemblance, M, c'est le nombre de paramètres estimés dans le modèle. On verra ça dans un exemple plus tard. Une approximation du critère d'Akaïk est la suivante. Avant d'utiliser le modèle pour prévision, il est alors nécessaire de le valider. On va valider le modèle, donc à l'aide des bruits blancs, donc des résidus. Il suffit de chercher si les résidus sont des bruits blancs ou non, et dans ce cas-là, on doit soit représenter les corrélogrammes de la fonction d'autocorrélation et la fonction d'autocorrélation partielle des résidus, soit utiliser le test de Box-Pierce que nous avons vu précédemment. Le test de porte-manteau pour les résidus sera utile pour valider donc le modèle. Si ce test est significatif, alors le modèle est inadéquat, c'est-à-dire les erreurs ou bien les résidus ne sont pas des bruits blancs. Et dans ce cas-là, le modèle n'est pas valable et il faut revenir à la phase d'identification et choisir d'autres modèles ARIMA. Chaque modèle choisi nécessite l'estimation de ses paramètres et le calcul des valeurs archaïques afin de le comparer avec les autres modèles. Toujours, le modèle ayant une valeur faible d'Akaïk possède des résidus qui sont des bruits blancs. Donc, on ne peut passer à comparer entre les modèles que si, après avoir vérifié si les modèles sont valables et leurs résidus sont des bruits blancs. Occasionnellement, il est nécessaire de considérer un modèle qui n'a pas une valeur faible AIC, mais qui agit comme les résidus. Parfois, donc, on peut choisir un modèle dont les caractéristiques ressemblent à des résidus. Une fois que nous avons défini notre modèle, il nous reste à faire la prévision. Donc, comment on va faire la prévision? La prévision sera faite sur la date t plus h. Cette prévision elle se calcule de cette manière-là. C'est égal à l'espérance de yt plus h conditionnée par it, où it représente les séries à la période 1 jusqu'à la période t et des résidus de la période 1 à la période t. C'est-à-dire ici le i représente l'information disponible à la date t. Plus précisément, on essaie de voir les informations au temps t pour pouvoir faire la prévision au temps t plus 1, t plus 2, etc. Donc comme on l'a déjà vu précédemment que le modèle ARMA peut s'écrire sous cette forme-là, donc pour faire la prévision au temps t plus 1 et t plus 2, on peut les calculer de cette manière-là. Par exemple, pour calculer la prévision au temps t plus 1, c'est égal à epsilon t plus 1 plus psi 1 epsilon t plus psi 2 epsilon t moins 1, etc. Donc si nous avons la série suivante, la prévision va être égale seulement à psi 1 epsilon t psi 2 epsilon t moins 1, c'est-à-dire sans tenir compte de epsilon t plus 1. La même chose pour yt plus 2.
on essaie d'éliminer tous les cas autant t plus 2, tous les résidus autant t plus 2 et t plus. Donc, la prévision autant t plus 2 est égale à psi 2 epsilon t plus psi 3 epsilon t moins 1, etc. Donc l'expression générale de la prévision, elle s'écrit sous cette forme. La prévision t plus k est égale à somme de psi k plus i epsilon t moins i. L'intérêt est de calculer aisément l'erreur de prévision. Pour pouvoir dire que nous avons la meilleure prévision, il suffit de calculer l'erreur entre la série yt plus 1 et la prévision, et cette erreur-là doit être la plus faible possible. Prenons l'exemple d'un processus ARMA 1.1 qui s'écrit sous cette forme. Donc, lorsqu'on dit ARMA 1.1, c'est-à-dire pour le cas, la partie autorégressive, c'est 1, nous avons un seul retard. Et pour la partie moving average, nous avons un seul retard qui est epsilon t moins 1. Donc, les prévisions pour t plus 1 et t plus 2 sont déterminées comme suit. On va prendre maintenant un exemple pour expliquer tout ce que nous venons de voir. On va appliquer la méthodologie de Box et Jenkins pour l'exemple de cette société ISC Corporation. Le but, c'est de faire la prévision pour le prix de stock de cette société. Donc, pour ce faire, nous allons représenter la série des prix de stock et nous allons obtenir cette série. A priori, d'après l'observation de cette série, on peut remarquer que la série, elle est stationnaire, elle n'est pas évolutive, il n'y a pas de trend, il n'y a pas de saisonnalité. Mais cela n'est pas suffisant, il faut chercher les fonctions d'autocorrélation et les fonctions d'autocorrélation partielle. Lorsqu'on calcule la fonction d'autocorrélation, on peut remarquer qu'il y a un effet ici sinusoïde amorti. Passons à la fonction d'autocorrélation partielle. Dans la fonction d'autocorrélation partielle, on remarque qu'il y a un seul pic significatif. A priori, d'après la fonction d'autocorrélation et la fonction d'autocorrélation partielle, puisque dans la fonction d'autocorrélation, on observe un sinusoïde et dans la fonction d'autocorrélation partielle, on obtient un pic significatif. Donc, a priori, il s'agit du modèle autorégressif d'ordre 1. Mais d'après ce chercheur, en fait, on peut choisir le modèle autorégressif d'ordre 2 vu qu'il suppose que ce pic-là, il est très proche de l'intervalle de confiance. Donc, on peut supposer qu'il s'agit d'un modèle autorégressif d'ordre 2. Donc, le chercheur a supposé que le modèle, c'est un modèle qui est autorégressif d'ordre 2. Il a essayé de faire les estimations de ce modèle pour trouver les résultats suivants. D'après ce qu'on a observé dans ce modèle, il est préférable d'utiliser le modèle autorégressif d'ordre 1. Mais d'après ce chercheur, il a supposé qu'il s'agit d'un modèle autorégressif d'ordre 2 et il a fait les estimations. Essayons d'interpréter ces résultats. D'après ces résultats, qu'est-ce qu'on remarque? Ici, ce sont les coefficients de modèle autorégressif d'ordre 2. Donc, le modèle autorégressif d'ordre 2, il s'écrit sous la forme yt qui est égal à alpha 0 plus alpha 1 yt moins 1 plus alpha 2 yt moins 2, plus bien sûr le terme d'erreur. Donc, ça, c'est le coefficient du premier retard et ça, c'est le coefficient du second retard. On peut voir ici que ça, c'est le t de student et ici, c'est la significativité des coefficients. Le premier coefficient, puisque le p ici est inférieur à 5%, donc ce coefficient est significatif. Par contre, si on observe le second coefficient, le p-value du second coefficient, on va remarquer que cette valeur est supérieure à 5%. On accepte H0, cela veut dire que le coefficient, il n'est pas significatif. On peut observer que le coefficient du second coefficient de retard 2, il n'est pas significatif. Logiquement, le modèle, c'est un modèle qui est autorégressif d'ordre 1. Mais d'après ce chercheur, au risque 5%, ce coefficient n'est pas significatif, mais au risque 10%, ce coefficient il est significatif. Donc, il va accepter le modèle et il va supposer que le modèle, c'est un autorégressif d'ordre 2. Pour valider le modèle, on est obligé dans ce cas-là de chercher si les erreurs sont des bruits blancs ou non. Effectivement, d'après la fonction d'autocorrélation,
des résidus du modèle autorégressif d'ordre 2. Donc, on va retrouver qu'il s'agit des bruits blancs puisque les coefficients d'autocorrélation sont très proches de 1 et il n'y a pas des pics significatifs après les intervalles de confiance. De même pour la fonction d'autocorrélation partielle. Donc, les résidus ici sont des bruits blancs. On peut retenir le modèle autorégressif d'ordre 2. On peut aussi vérifier à l'aide de statistiques de Box-Pears et Langebox. Vous pouvez voir que les p-values pour les retards 12, 24, 36 et 48 sont supérieurs à 5. On accepte H0 et dans ce cas-là, le H0 veut dire que les résidus sont des bruits blancs. Une fois que le modèle il est validé, dans ce cas-là, on peut faire la prévision. La prévision de notre modèle autorégressif d'ordre 2 va être la suivante. Ici, on va faire la prévision pour la période 66 et pour la période 67. En conclusion, dans les modèles ARIMA, il n'est pas conseillé d'inclure tous les paramètres autorégressifs et moyen average pour couvrir toutes les possibilités suggérées par les échantillons. Cela veut dire, en cas de doute, commencer avec le modèle qui a un nombre réduit de paramètres. La nécessité d'ajouter les paramètres additionnels sera évidente à partir du diagnostic des corrélogrammes. Les estimateurs des moindres carrés des paramètres autorégressifs et moving average dans les modèles ARIMA tendent à être autrement corrélés. L'existence d'un nombre de paramètres élevé peut entraîner des modèles instables qui produisent de faibles prévisions. Pour résumer, commencer avec un nombre réduit de paramètres clairement justifiables et ajouter un paramètre à chaque fois qu'il est nécessaire. Si les paramètres dans les modèles ARIMA estimés sont non significatifs, supprimer un seul paramètre et réestimer le modèle. Il est possible qu'à cause de la corrélation élevée entre les paramètres, le paramètre qui était non significatif devient significatif. Et merci.